Retour sur le plateau Equinoxoir, madame, monsieur, si vous nous rejoignez en l'instant, c'est Equinoxoir, deuxième partie, le temps du débrief, toujours en compagnie du professeur Viviane Ondoa Biwole, docteur Dalvaris Ngudjou, Charles Ndikam et César Honoré Ngomo. Ces images qui nous viennent de Douala deuxième, premier commentaire. 100 000 francs pour 1 mètre carré. Serge Alain, c'est une... je pense que c'est une colle. En tant que conseiller municipal, nous sommes élus par des populations qui nous donnent un mandat. Vous êtes à Douala troisième, il faut le préciser. De pouvoir défendre les intérêts, de pouvoir les protéger, de pouvoir les accompagner. Et l'action qui est menée à Douala deuxième interpelle l'exécutif que nous sommes, les élus. Et je m'interroge, est-ce pour cela que ces populations nous ont élus pour les défendre et pour prendre une place qui leur était auparavant donnée presque gratuitement pour payer à prix d'or? C'est des interrogations. En tant que conseiller municipal, mais pas décideur, et je dois pouvoir le préciser. C'est une décision qui est passée au conseil à Douala deuxième. Je ne sais pas, mais je m'interroge. Je voudrais tout simplement me... Une décision comme celle-là peut passer à Douala troisième? Si elle passerait, je verrai dans quelle mesure nous allons pouvoir l'analyser. Mais en même temps, il faut pouvoir noter, nous n'allons pas écumer. On parle de la route. Oui, justement. La seule chose que nous avons tous en commun sur ce plateau, que nous partageons tous en commun sur ce plateau, c'est cette route-là. Elle est commune à tous. Et s'il faille maintenant la sacrifier, la mettre aux enchères pour priver, imaginez-vous que tous payaient cette route-là. Et les usagers alors? Que ferait-il? C'est des interrogations. Je ne connais pas, je ne comprends pas. Je pense soit le prix a été tellement mis à prix pour pouvoir les déguerpir. Je pense que ça peut être aussi un raisonnement que je peux tenir. Parce que lorsqu'on met 1 mètre carré, on vous demande de payer 100 000. Je suppose que pour le maire de la commune de Douala deuxième, c'est une façon, sachant que la plupart... Il y a des numéros. Je dis, la plupart... Il y a des numéros, c'est ça. Oui, ils ont mis certainement... Ils ont mis certes des numéros, mais je pense que le prix d'or, lorsqu'on met 1 mètre carré à 100 000 francs, je pense que pour ma foi, c'est une façon de pouvoir la dire... C'est une façon indirecte de la dire, vous ne pouvez pas occuper cet espace. Ça, c'est mon analyse. Donc, je pense que ce que nous avons en commun, c'est cette doute. Il faudrait qu'elle la reste ainsi, au lieu de pouvoir la brader, ou alors la mettre à prix d'or pour pouvoir réduire l'espace commun qui est... C'est ce que je retiens. Charles Ndikam, la voie publique qui est, on va dire, on ne va pas se cacher, qui est vendue, le mètre carré à 100 000 francs. Nous sommes au Cameroun. Douala deuxième est tenu par qui? C'est le maire de Douala deuxième. C'est quel parti politique? RDPC. RDPC. Pas de commentaire. Pas de commentaire? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Si on en est réduit à vendre l'espace public, c'est encore une preuve de faillite. Ils sont incapables de construire des marchés. Ils vendent les routes. Ils vendent de la route? Mais écoutez, la voie publique, la chaussée. Comment est-ce qu'on fait à Douala aujourd'hui? Vous savez bien, les trottoirs sont occupés par les vendeurs à la sauvette. Oui. La chaussée, oui, temporaire. Temporaire définitive. Monsieur Ndikam, vous savez ignorer que la mairie de Douala troisième a été occupée pendant 7 ans par un maire de l'opposition, votre collaborateur, votre collègue. Et est-ce que nous avons résolu ce problème de Ndokoti et de tous les emprises, Ndokpasi et autres qui étaient occupés, qui étaient vendus par ce même exécutif? On ne vendait pas l'espace. Non, parce qu'il semble pouvoir démontrer. Il semble démontrer aujourd'hui. C'est l'occupation. Mais c'est mon contradicteur. Ne lui prêtez pas les mots. Non. Je voulais qu'il réponde. Les spectateurs veulent comprendre. Nous ne pouvons pas comparer ce qui se passe en Ndokoti à ce qu'on a vécu. Est-ce que vous avez déjà vu la force publique sortie? J'ai donné un point de vue. Public sorti comme ça a été le cas aujourd'hui. Oui, mais elle est là pour maintenir l'ordre public. Vous avez vu déjà un cas comme ça en Ndokoti? Elle est là pour maintenir. La force publique sort pour maintenir l'ordre public. C'est ça son rôle. Elle n'est pas là pour Après que vos camarades aient mis le désordre, la force publique sort pour maintenir l'ordre. Parce que c'est du désordre ce que fait Mme Fampou.
C'est pas autre chose, c'est de l'appel à l'insurrection. Là, maintenant, vous pouvez utiliser ces qualificatifs. Parce que demander à des Camerounais appauvris comme cela de payer 100 000 francs pour 1 mètre carré sur la voie publique, je dis bien. Mais on vit où? On vit dans la même ville, non? Et c'est une façon de faire avec votre permis. Et c'est une façon de faire libérer la oui, vous avez de drôles de façons de faire. Il faut toujours contourner, quoi. Il faut jamais faire droit chez vous. Apprenez à faire droit. Mais ça peut être sa méthode. Non. Ça peut être la méthode Fampou. Ça peut être la méthode. Elle n'est pas bonne, manifestement. Manifestement, elle n'est pas bonne. Puisque vous-même vous y trouvez à redire en disant que ce qui est public doit demeurer public. C'est bien ce que vous avez dit. Je maintiens. Voilà, mais allez, ayez le courage de vos opinions jusqu'au bout. À Douala, on fait comment? Alors, le trottoir occupé par ces commerçants à la sauvette, hein, une partie du goudron occupée par qui? Les Ben Skinner et encore les mêmes. Et ensuite, les véhicules et les piétons où ils vont? Les accidents de tous les jours. Et ça, c'est la conséquence de quoi? De 40 ans toujours d'obésité, là. Parce que vous citez un exemple de temps en temps, par-ci, par-là, et pas. Mais l'essentiel du temps, vous vous enorgueillissez du fait que vous avez tout. Est-ce que vous n'en avez rien fait? Non. MRC a eu un député à l'Assemblée nationale. Oui, un sur combien? Et la mairie qui n'a rien foutu. Un sur combien? Même ceux qui sont partis vous accompagner là, ils ont fait quoi? Mais les populations se sont rendues compte que vous l'avez vendu la poudre, ils vous ont chassé. Oui, très bien. Et on voit ce que vous en faites. Ils peuvent bien gérer. On voit ce que vous en faites, vous et vos camarades, parce que c'est une de vos camarades de parti. Oui, mais je pense que je maintiens la décision qu'elle a prise, c'est certainement pour libérer la chaussée. Ça, je maintiens. Et vous maintenez que pour libérer la chaussée, donc vous n'êtes pas capable de vous adresser aux populations, de leur proposer des marchés dignes de ce nom, des emplacements dédiés, et vous passez par des contours. Et vous pensez que ceux-là qui ont été gazés aujourd'hui, c'est de cette manière-là qu'on s'exprime vis-à-vis des populations qui vous ont élus? Non. Non, monsieur, non. Vous êtes trompé. Je suis contre la violence. Okay. Vous êtes contre la violence. D'abord, Dr Dalvarez Couture, cette situation à Douala, deuxième, la chaussée qui est vendue le mètre carré à 100 000 francs. Votre appréciation? Très sincèrement... Excusez-moi, docteur, je voulais vous rappeler, il y a une route qui fait l'angle de la prison de Douala, qui n'a jamais été livrée aux automobilistes. Parce que depuis qu'elle existe, a été goudronnée, refaite, elle est occupée par des vendeurs à la sauvette. Vous voyez de laquelle je parle? Voilà, c'était juste un exemple. Docteur Couture. Oui, ça, quand on regarde ce type de comportement, premièrement, on se demande quel type de dirigeants nous avons. C'est vraiment le type de dirigeants que nous méritons pour notre nation. Premièrement, quand vous êtes à la tête d'une commune, vous êtes quand même à la tête d'une collectivité territoriale. En principe, la plus décentralisée. Vous êtes censé être plus proche de la population. C'est des gens, en fait, qui sont vos voisins, direct. C'est des gens, en fait, que vous allez ailleurs, hein, c'est comme ça. Vous avez vu Boris Johnson, là, vous allez au marché, là, il fait les courses, là, il les rencontre tout le temps. Mais vous ne pouvez pas être dans votre tour, vous prenez une décision. Est-ce que vous avez l'aval de ces populations? D'abord même sur le principe. Ça, c'est encourager l'incivisme. Comment encourager les gens à aller s'installer sur la chaussée? Vous leur dites, mais quand vous installez là, je vous vends cela. Non, ça ne vous appartient pas. La chaussée n'appartient pas. À Douala deuxième, l'exécutif. Oui, ça n'appartient pas à la commune de Douala deuxième. C'est un bien du gouvernement central qui appartient à tous les Camerounais. En plus même si vous rentrez dans la Mercuriale, dans la location des espaces, à combien loue-t-on un espace dans la Mercuriale, même dans un quartier les plus élevés comme Aqua ou Bonanjo? Le mètre carré, c'est combien? C'est 100 000 francs le mètre carré, ici à Bonanjo, pour un magasin, pour un bureau, je dis un bureau luxueux. C'est pas 100 000 francs. Mais pour des pauvres vendeurs à la sauvette, vous les vendez le mètre carré à 100 000 francs. C'est 3 fois le salaire d'un Camerounais qui touche le SMIC. Et comment quelqu'un va prendre 3 mois de son salaire pour vous donner? Il fait comment? Moi, je voudrais préciser l'information que j'ai reçue, oui. Là, sur le trottoir, ils ont le mètre carré à 100 000 francs. Mais dans le marché, ils ont le mètre carré presque à 5 000 francs. Mais ils refusent de rejoindre le mètre carré à l'intérieur du marché. Et justement, il y a une action très importante. Il y a une grande contradiction. Moi, je pense que dans la volonté du maire, je ne suis pas là pour défendre le maire de la commune de Douala deuxième, je pense dans sa volonté. C'est pas interdit, hein. C'est une façon indirecte de pouvoir leur demander de quitter le trottoir pour rejoindre les places qui ont été... Ils sont beaucoup, mais je pense occuper même dans le papier que nous avons vu dans le journal, il y a un pan très important qui manque, c'est l'action de pédagogie. C'est-à-dire, vous faites un papier du journal, mais le maire ne dit rien. Ils sont dans une tour, elle estime qu'elle n'a rien à dire à personne. Mais comment il fait pour être maire? Si elle ne peut même pas vous dire, les gars, s'il vous plaît, quittez là, rentrez dans le marché, ou alors je ne sais pas quoi. Même s'exprimer, vous pensez, même s'il y a l'action vraiment
d'inciter les gens est-ce à qu'on occuper. parle du même maire? C'est vrai que... Non, justement, non, je dis, sur cet aspect, on n'a rien dit. Hein. Oui, puisque justement, vous devez voir son point de vue dans le papier. Vous dites, ok, on met 100 000 pour faire les gars rentrer à l'intérieur. Et j'ai dit, c'est très surprenant pour nous. Pour une commune comme Douala, deuxième, une des plus anciennes du Cameroun, quand même. Il y a des possibilités d'obtenir des financements à l'étranger, à des bons taux, pour construire les infrastructures. C'est là le vrai problème. Pourquoi est-ce que les gens veulent vendre sur la chaussée? Parce qu'ils estiment que sur la chaussée, ils peuvent facilement achander leurs marchandises et voir le client facilement. Dans des pays sérieux, même au Nigeria, là où il y a des autres là, ils ont de très grands marchés, hein, j'en ai vu. Même ici au Ghana, ils ont des grands marchés, il y a pratiquement tout à l'intérieur. Mais comment nous avons, partout en Afrique dans une commune comme celle-là, qui est parmi l'une des plus grandes du Cameroun. Tu parles du Ghana et du Nigeria, donc je connais très bien. On a les mêmes situations. Non. Il y a une réponse. Non, on ne dit pas que. Le problème, c'est de. Par exemple, tout à l'heure, Serge Alain a fait allusion. On a des Dokoti au Ghana, on a des Dokoti. Non, pas de ce type. Il y a une réponse. On dit il faut diminuer. Mais dans le cas d'espèce, elle est en train d'encourager l'incivisme. C'est-à-dire, il dit, les gars, venez vous installer sur la chaussée, donnez-moi l'argent, ça va. Tu me donnais 100 000. C'est exactement ce que ça veut dire. Justement, on va permettre au professeur de terminer. Oui, je pense que nous avons un problème infrastructurel sérieux dans la commune de Douala, deuxième, comme partout au Cameroun. Il se serait important. C'est pas seulement là, hein, partout là, 14, PK14, Yaoundé, les gens vont sur la chaussée. Pourquoi? Parce que les marchés que nous avons construits, ça fait 30, 40, 50 ans. Et s'il y a une possibilité aujourd'hui que l'État prenne disposition, j'ai écouté dans le journal, que les gars sont en train de prêter encore 1000 milliards à l'étranger, quand nous sommes endettés à plus de 10 000 milliards, je crois 10 575 milliards, mais au moins une politique de... Parce que le marché, c'est le seul lieu où on rencontre, en macroéconomie, on nous enseigne qu'il y a ce qu'on appelle... Il y a un niveau minimum de consommation. C'est-à-dire, un quelqu'un est pauvre à n'importe quel niveau, il va quand même au marché, même s'il n'a que 100 francs. Donc, je pense que l'État devrait au moins prendre les dispositions pour qu'au moins, à ce lieu-là, qu'il puisse avoir une rencontre entre l'offre et la demande. Pour moi, je pense qu'il y a une réelle politique de construction des marchés pour empêcher que les gens soient sur la chaussée et qu'on les taxe à 3 mois de leur salaire. Professeur Ndoa, sur cette façon de faire, politique managériale, on élève le prix pour amener les gens à occuper les marchés. Non, comme dit, je préfère ne pas croire à ça. Voilà, ce n'est pas possible. Et comme dit le docteur Goudjou, on encourage l'incivisme. Alors moi, c'est quand même la voie publique. Ce que moi je voudrais dire, c'est vrai que je suis pas faux. Je voulais dire que je n'ai pas une posture de politique, c'est bien de les entendre parler. Moi aussi, je suis dans aucun parti. Mais ce qui arrive là n'est pas surprenant. C'est pas surprenant parce que nous savons tous un peu l'histoire du Cameroun. Et moi, je pense que les gestionnaires publics, qu'ils soient des élus ou des nommés, savent qu'on va vivre des temps agités. On va vivre des temps agités. Et moi, ce que je voudrais simplement dire en guise de commentaire, c'est que non seulement il faut anticiper, mais il faut savoir que c'est normal que ça arrive. Je voudrais un peu rentrer dans l'histoire. Parce que lorsqu'on parle de politique publique, là, c'est un épiphénomène. Hein. C'est une conséquence quand même d'un ensemble de décisions. Des décisions qui peuvent avoir des raisons conjoncturelles, structurelles, tout ce qu'on veut, mais qui nous préparent quand même à des temps agités. Lorsqu'on aborde souvent ce type de questions, et surtout lorsqu'on agresse souvent l'administration publique, je fais un parallèle, hein, on oublie souvent un peu l'histoire. Nous avons connu 20 ans d'ajustement structurel. Quand je dis 20 ans, honnêtement, on ne devrait pas... C'est pour ça que quand on s'amuse avec les fonds et tout ça, c'est un peu choquant parce qu'on sait que pour se relever de 20 ans d'ajustement structurel, il faut vraiment travailler. Et moi, je pense que lorsqu'on voit l'évolution, on a un DSE, on a évalué le DSE, ce n'est pas l'occasion d'en parler, on sait qu'il y a plusieurs politiques publiques qu'on doit accélérer. Donc, tout ce qui arrive là n'est pas surprenant. Honnêtement, on va vivre des temps difficiles au plan social. Il y a une rareté de ressources. Mais ce qu'on va dire, c'est que si on ne prend pas de bonnes décisions, parce que les conséquences là, ce qu'on vit actuellement, sont les décisions qu'on a prises il y a 10 ans. Si on ne prend pas de bonnes décisions maintenant, dans 10 ans, ce sera encore pire. Et si on ne veut pas s'inscrire dans cette prospective-là, en ayant des gens qui s'engagent dans les politiques publiques de manière sérieuse, je vous assure, dans 5 ans, je ne suis pas un oiseau de mauvaise augure. En janvier, j'ai fait un post qui m'a valu pas mal de commentaires. Je disais, cette année risque d'être une année très difficile. Tout le monde savait qu'on va renouveler le bail avec le FMI. Il ne faut pas se voiler la face. On n'y va pas par plaisir. Et puis, dans tous les cas, ce n'est pas le même type d'ajustement, mais c'est un ajustement tout de même. Ça demande quand même beaucoup de rigueur. Ça veut dire que bien que nous soyons dans la trajectoire de l'émergence, on a un double effort à faire. Et moi, je pense que ce soit les populations, que ce soit les dirigeants publics, tout le monde. Parce que si on est toujours dans ce ping-pong-là, je crois qu'on ne rend pas service, on ne se rend pas service, honnêtement. On est arrivé à un stade où
on doit tous s'asseoir et travailler dans la même direction. Que ce soit le RDPC, moi je suis du RDPC, oui, je suis du... Que ce soit le MLC, que ce soit le SDF, nous on suit souvent vos débats, on se dit, est-ce que c'est le moment? Il n'y a même pas d'élection cette année. Il n'y a pas d'élection cette année. Et je vous assure, moi j'aime Pourquoi j'aime ce rapport? Pourquoi j'aime ce rapport? Parce qu'il touche au quotidien. Oui. C'est pas politique. C'est qu'à un moment donné, il y a des décisions qui ont été prises, qui engagent la santé, la vie, qui engagent notre quotidien. Quand on voit des cas, par exemple, de Eneo, engageons des débats sérieux. On prend les politiques publiques. Et c'est pour ça que si j'aime ce rapport, c'est qu'à un moment donné, il faut que les gens rendent compte. Parce que les politiques publiques, si on ne les adresse pas dans 5 ans, on va élire, je ne sais pas qui, mais franchement, on va tous souffrir. Et moi, je pense que c'est question sociale, parce que c'est une grosse question sociale. Vous n'allez pas dans les universités, vous n'allez pas dans les villages. Je vous invite chez moi, je suis de Doumé. Vous allez pleurer. Lorsqu'on dit même qu'on a détourné 10 000 francs, franchement, c'est le montant d'une ordonnance de paludisme. Les gens meurent de paludisme. Moi, je pense qu'on ne doit pas s'amuser. C'est un épiphénomène, c'est un indicateur de malaise. Il y en a comme ça plusieurs. Je crois que on devrait tous se mettre ensemble. C'est une... en tout cas, moi je le pense. Hein. C'est pour ça qu'à un moment donné, et je crois qu'il vaudrait mieux qu'on soit un peu dur envers les décideurs publics. Parce que c'est quand même l'avenir de nos enfants. C'est notre avenir. Et moi je pense que sur ce coup-là, vous connaissez mon point de vue, on ne défend pas la malgouvernance. Je suis désolée. Cette malgouvernance a des conséquences sur tout. Revenons par exemple à certaines décisions. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai un cabinet, je suis à Obib Solution. Je préfère le dire ici parce qu'on reçoit les gestionnaires. Quand moi on m'invite pour faire un séminaire, je leur dis les séminaires ne servent à rien si on ne peut pas prendre de bonnes décisions. On se plaint de ceux qui ont 7000 agents fictifs. Voilà, Mais justement. où sont les RH? Où sont les RH? Pourquoi on ne sanctionne pas les agents publics qui sont à des postes? Pourquoi on ne sanctionne pas ceux qui les couvrent? Oui, le CGPS. On a mis combien de milliards? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on en parle? Et je voudrais m'aller plus loin. Dans les entreprises publiques actuellement, comment se font les recrutements? Si nous sommes tous dans la facilité, dans la tolérance, dans 10 ans, on va payer. Et moi, je pense qu'on devrait à un moment donné nous arrêter. Parfois, quand on en parle, on se dit, mais nous, on gagne déjà un peu d'argent, mais personne ne doit rester à la traîne. Le service public, qui relève également de nos fonds publics, doit être géré avec beaucoup de rigueur. Moi, je suis un fruit du service public et je suis fille de militaire. Et moi, je pense que lorsqu'on voit ce que le service public rend, comme je voulais reprendre service aux démunis, parce que c'est un problème de réduction des inégalités. Or, nous avons déjà emprunté une voie du libéralisme. Nous sommes dans la mondialisation et tout, qui, de fait, dans ces mécanismes naturels, laisse les gens à la marge. Maintenant, nous prenons encore l'État. Nous mettons encore en place des mécanismes qui laissent les gens à la marge. Est-ce que nous sommes encore des agents publics? Moi, je pense que c'est une interpellation, en tout cas. Je le dis avec le cœur. Voilà, justement, Charles Dicam, plus de 7000 fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce qui se passe? On a plusieurs fois, maintenant, le contact... Il y a eu des antilopes, il y a eu si j'y pense, c'est tout ça. On n'y arrive pas. On change de nom, mais... Qu'est-ce qui explique ça? C'est un manque de volonté, tout simplement. De la part de qui? De la part de ceux-là qui sont en charge de veiller à ce que tout se passe bien. À ce que, il y a des personnes qui ont intérêt à ce qu'il y ait des fonctionnaires fictifs. Qu'est-ce que c'est un directeur des ressources humaines? À quoi ça sert? Juste avoir un titre, un poste, une fonction et des avantages. Ils font manifestement par leur travail. Je pense que la fonction publique souffre du manque de sanctions. Beaucoup d'entre eux ne sont pas sanctionnés ou le sont avec beaucoup de retard et souvent pour des motifs qui ne sont pas exactement ceux pourquoi ils devraient l'être. C'est plus par clientélisme souvent qu'ils le sont que pour les actes désastreux qu'ils posent. Mais moi, je voudrais interpeller ici, avec votre permission, avec toute déférence, le chef de l'État. Voici un monsieur qui a bénéficié de tout depuis qu'il est né jusqu'à la date d'aujourd'hui. Tout. La gratuité, quasi-gratuité, tout, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Que pense-t-il de ces enfants, petits-enfants, qui aujourd'hui peinent à ne serait-ce que boire de l'eau, avoir l'électricité, à pouvoir s'acheter un comprimé quand ils ont le paludisme? Allez, je ne parle pas de bourse parce que ça, il faut oublier. Il y a un problème. Il y a un problème. Et je pense qu'il va falloir qu'il pense à rendre un peu au Cameroun de tout ce qu'il lui a donné. Ce serait peut-être le meilleur service qu'il nous rendra avant de partir.
Voilà, dites-moi, César, comment l'État n'y arrive toujours pas? Il y a beaucoup d'opérations qui ont été mises sur pied. Comment on y arrive? Qu'est-ce qui explique ça? On parle du comptage physique. On a cru qu'avec ça, les choses allaient jusqu'à 7000. C'est énorme quand même. Hein? 7600. À ce que je sache, je pense que c'est une volonté de l'État, à la tête de son chef, nul autre que le président de la République, de pouvoir assainir. Et lorsqu'on a assaini, je pense que le professeur l'a dit tout à l'heure, et j'ajouterai tout simplement, il faudrait pour tout agent public un contrat de performance. Et j'ai une société parapublique que j'ai personnellement beaucoup d'admiration au vu de l'efficacité, du rendement qu'elle donne aujourd'hui. Je prends le PAD, porte au nom de Douala. Lorsque vous regardez le fonctionnement, c'est une entreprise publique. Lorsque vous y arrivez, chaque agent est à son poste et les mesures de contrôle sont effectives. Et aujourd'hui, on voit le résultat de ce que c'est que le... On n'a pas besoin d'être... Même à vue d'œil, vous voyez qu'il y a des aménagements. Nous sommes entièrement d'accord. Je vous prends un autre... Oui. Je le fréquente particulièrement ces derniers temps. Je ne le reconnais pas. Je ne reconnais pas le port d'abord. On est d'accord. Camtel, vous avez 30 directeurs, 99 sous-directeurs, 492 chefs de service. C'est quelle entreprise là? Camtel. Combien de directeurs vous dites? J'ai dit 30 directeurs. 30 directeurs. 99 sous-directeurs. 492 chefs de service. Pour quelle efficacité? Alors que lorsqu'on regarde les deux concurrents, le fournisseur principal, MTN Orange, je pense qu'ils ont à peine 300 000. Et on voit le résultat. Les deux entreprises, à elles seules, en termes de bénéfices, regroupent le budget du Cameroun. Qu'est-ce qui manque à cette entreprise pour faire le fleuron, la fierté de notre pays? Et on parle de chômage. Et pourtant, et lorsque vous regardez tous ces postes, c'est des copinages, c'est les femmes, c'est les fils de... Les camarades, la compétence. Les camarades. Oui. Donc, je pense que quand vous regardez... On n'a pas compris, camarades de parti. J'ai pris tout à l'heure l'exemple du PAD et de la CNPS. Oui. Et je vous prends l'exemple de Camtel, étant du RDPC. C'est une préoccupation. Est-ce la volonté du chef de l'État de voir cette situation? Non. Le chef de l'État ne viendra pas faire le recrutement à Camtel ou au PAD. Il donne la responsabilité. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Il donne la responsabilité à des concitoyens, oui, mais qui, certainement, certains sont pris par les taux du lobbyisme, c'est le cousin, c'est la fille de, c'est l'enfant de, c'est de... Bon, on comprend, il y a certains qui vous disent les entreprises publiques n'ont pas vocation à faire des bénéfices. Je voudrais bien, mais ce qu'on cherche, ce qui est faux, ce qu'on recherche, c'est l'efficacité. Lorsque vous regardez le PAD il y a quelques temps, et c'est aujourd'hui la CNPS il y a quelques années, et ce qu'on voit aujourd'hui, il y a de quoi penser qu'il y a des Camerounais, c'est juste une volonté d'un individu qu'on fait confiance à la tête et qui vient pour assainir et mettre de l'ordre dans la maison. Donc, pour répondre à votre question, je voulais... je ne voulais pas laisser passer tout à l'heure la pique de... Avant, vous répondiez à la question de qui? C'était non, merci. 30 secondes, s'il te plaît. Non, vous ne répondez pas. Docteur Goudjou, dites-moi, comment on fait donc pour sortir? Comment arrêter ce phénomène? Pour moi, en tant qu'économiste, je veux écouter l'économiste. Moi, je pense qu'il y a un principe très simple, Serge, en criminologie. Oui. Une des valeurs importantes pour s'en sortir, ce type de ça, nous sommes sur une scène de crime. Ça, c'est du crime économique. On a des difficultés importantes, comme le professeur disait tout à l'heure, à soigner nos proches qui meurent parfois parce qu'il y a le problème de dialyse dans les hôpitaux. Mais les gars s'organisent. Quel est le mobile du crime? C'est de l'argent. Puisque quand il y a 7000 fonctionnaires fictifs, très curieusement, ces fonctionnaires ont quand même leur solde de tout le fond du mois. Ah oui. Ils ont même parfois les avancements, des primes et les allocations et tout le reste. Ça veut dire en réalité, des personnes s'organisent pour distraire les fonds de l'État. Et il y a des pistes, moi c'est dit pour le déplorer, il y a des pistes, il y a la piste étrangère. Parce qu'on a bien remarqué qu'il y en avait beaucoup, vraiment c'est les fonctionnaires qui sont là au moment. Oui. Et au moment, les gars prennent la piste, ils partent à l'étranger, mais ils continuent quand même à faire toucher leur salaire par des cousins, avec des complicités en interne, sur le plan national. C'est qu'on peut justement questionner le rôle important des RH au niveau de la fonction publique. Est-ce que chacun fait vraiment le travail? Ça, mais au-delà de cela, moi je pense que dans des pays sérieux comme
je sais pas quoi, au Rwanda par exemple, on a numérisé pratiquement tout. Qu'est-ce qui nous empêche chez nous de numériser? On a ces difficultés importantes là. Parce qu'en réalité, dans la plupart des cas, chez nous, s'il faudrait seulement que tout le monde puisse dire qu'il a signé une certaine paperasses et qu'on a fait un virement au niveau... Tout ça va exister. Dans beaucoup de pays, ça existe. Mais pour nous, c'est le tour quand même. 7000, c'est pratiquement la population des fonctionnaires de certaines villes dans d'autres pays. Hein. Oui. Dans des pays où le capitalisme est brut là, les fonctionnaires ne sont pas très nombreux. C'est pratiquement la population d'un village qui perçoivent, qui sont budgétisés dans notre budget de 4000, je ne sais pas combien. 4000, plus de 700 milliards, ils ont le salaire là-dedans. Et parfois, je crois, la fois dernière, nous faisions un débat ici, et les gars de l'ANACOM, qui sont sous la tutelle du ministère de la Santé, ils disaient que ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas de salaire. Oui, c'est des gars qui sont même au travail. Ils viennent, ils veulent même travailler, mais ils n'ont pas de salaire. Mais d'autres personnes ne sont même pas au travail, mais qu'ils ils ont le salaire. Moi, je pense que l'élément principal dans ce cas, c'est le mobile du crime, ce sont les finances. Est-ce qu'il y a des responsables qui puissent se présenter comme cela? Au niveau des lycées, il y a des gars, ils ne donnent pratiquement jamais coup, mais il y a le proviseur tout le temps qui les couvre et ils continuent à percevoir les soldes. Parfois, ils sont même à l'étranger. Moi, je pense que les responsables devraient pouvoir payer le prix de cela. Parce que dans tous les cas, cela ne peut pas se passer sans que le responsable ne puisse avoir une couverture. C'est ça, allez-y donc, votre... Merci. Je voulais rebondir tout à l'heure. Charles faisait un clin d'œil à l'honorable Nietzsche qui avait le mérite de ce que nous vivons au niveau du scandale. Je voulais tout simplement lui rappeler que dans la loi des finances, l'article 57 et l'article 5, alinéa 3, a prévu un mécanisme de contrôle de fonctionnement. L'arsenal législatif a toujours existé au Cameroun. C'est ce qu'on veut en faire. C'est ce qu'on en fait qui est question. Pourquoi ça fait mal, Charles? Mais parce que est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est la première fois? Nietzsche n'a fait que de la gesticulation. Non, je demande. Et ceux qui n'ont rien fait et rien dit. Ceux qui n'ont rien fait et rien dit. La Chambre de compte s'est appuyée sur le rapport de Nietzsche. L'argent de la canne est où? L'argent de la canne est où? La Chambre de compte s'est appuyée sur... L'argent de la canne est où? L'argent de la canne est où? On va y arriver. Vous voyez où est-ce que vous voulez mener le débat? On va y arriver. Non, je veux l'amener à toutes ces prévarications, à tous ces excès. Je veux dire, ce n'est pas les textes qui manquent. Nous savons que nous avons un arsenal juridique et législatif pas constructif. Ne venez pas les brouiller avec le message pas constructif. Donc, je voulais tout simplement dire, de me laisser profiter de mes 30 secondes parce que le brouhaha ne paye pas. Vous aviez fait des louanges à votre... Vous avez dépassé 30 secondes déjà. Hein? Oui, je voulais tout simplement pour qu'il réitère, pour dire que les mécanismes institutionnels ont mis un certain nombre de mécanismes pour pouvoir réguler, contrôler l'action du gouvernement et de l'État. Donc, ce n'est pas le mérite à un honorable qui n'a jamais fait les comptes avec son compte rendu parlementaire, tout ça, avec tout ce qu'on lui donne, de pouvoir surfer sur, je ne sais pas où est-ce qu'il a fait un copier-coller pour faire une fuite en avant, pour venir publier, prendre le mérite qu'il a fait. Non. Les mécanismes institutionnels sont là pour pouvoir réguler l'action d'État. Aujourd'hui, la Chambre de comptes a amorcé, c'est vrai, il y a un rapport qui a fuité, il y a le consup, il y a tout un mécanisme. Donc, et nous avons souvent lu ces différents rapports qui relèvent des fautes de gestion, des manquements et autres. Et pourtant, aujourd'hui, lorsque vous regardez, nous avons tout un gouvernement en prison, ce n'est pas le rapport de Nietzsche. C'est pas le rapport de Nietzsche qui a envoyé tous ces gestionnaires qui se sont... Mais qui continuent d'être indélicats, ce qui veut dire que ça ne suffit pas. Oui, mais ce sont tous vos camarades. Le consup continue son travail, la Chambre de compte continue son travail, les mécanismes institutionnels continuent leur travail. Pour la plupart sont vos camarades. Ça veut dire que vous avez maille à partir avec la question de l'argent. C'est pas un problème de camaraderie. C'est pas un problème de camaraderie. Je voudrais bien qu'on les trouve ailleurs. Le problème, c'est qu'on les trouve pas ailleurs. On les trouve essentiellement chez vous. Vous faites preuve de bonne gestion lorsque vous avez l'occasion de pouvoir gérer une commune comme ça dans la troisième. Notre tontine personnelle, on la gère bien. Venez cotiser, on en parlera. Docteur Ngoudjou, qu'est-ce qu'on retient finalement? Qu'est-ce qui devrait se passer du côté... Qu'est-ce qu'on devrait attendre par rapport à ce qui s'est passé du côté du Mirési? Très sincèrement, l'État doit frapper. Il est frappé. Mais quand même, vous donnez une fausse information. Elle n'a pas géré les fonds. Oui, c'est ce qu'elle dit. Je crois qu'elle aura l'occasion de s'expliquer. Un peu plus, c'est ce qu'elle dit pour le moment. Nous pensons qu'elle devrait... Et encore, moi je pense que pour le moment, nous sommes au TCS. La loi permet quand même que si c'est établi, si dans votre fort intérêt, vous savez que vous avez pris quelque chose, pardon, allez remettre dans la nuit même. Non, il faut l'autorisation de loi. Est-ce qu'on se comprend? Allez quand même remettre. Moi, je pense pour eux, là, plus pour nous, c'est des papas, c'est des mamans. Justement, j'étais à un enterrement et je passais justement à Bayangan pour votre confrère, lui, Roger Noideux. C'est des voisins, on passait devant chez elle, là. Madeleine Tuenté. Vraiment, on aimerait que la prochaine fois qu'on passe, qu'elle soit encore là. Qu'elle soit non, qu'elle soit chez elle, au village, je veux dire. Je vais dire quoi? Je vais dire, si elle pense quelque part
qu'il y a quelque chose, pas seulement elle seule, il y a quand même 24 administrations qui sont quand même impliquées, que chacun aille remettre. Nous avons trop de problèmes. On est en train de prêter l'argent pour rembourser les dettes. Hein. Les euros sont encore là. On prend pour rembourser les dettes qu'on avait prêtées, qu'on n'a pas encore remboursées. Puis on arrive à échéance. Rien que le mois d'avril, les intérêts qu'on a payés pour la dette, c'est 21 milliards. Rien que le service pour un seul mois. Rien que avril et mars, ça fait 50 milliards pour les intérêts simplement. Les gars ne peuvent pas quand même dilapider 180 millions, croiser les bras, regardez. Moi, je pense à un moment que même les mettre en prison, moi, je pense pas. Je vois pas à quoi ça nous sert. Pardon, qui part te remettre. Même si c'est dans la nuit. Même dans la nuit, oui. Vraiment. Parce que où nous sommes là, sinon vraiment. Parce que les mettre, comme vous dites, il y a 2 gouvernements en prison. Ça nous aide à quoi? L'argent que les gars détournent, combien de marchés on peut construire, marché central avec cela? Même le 1/10 de cet argent. C'est quand même considérable. On dit créer même des emplois, ils refusent. Ils parlent de créer des emplois nains. C'est pas sérieux. En moins, et surtout quand c'est comme ça. Parce que quand vous induisez la haute hiérarchie du pouvoir en erreur comme celui-là, vraiment, vous les faites prendre des décisions sur les bases des choses qui n'existent pas, c'est assez grave. Surtout quand vous êtes responsable. Nous sommes en train d'assister à des crimes. Il y a des crimes physiques et puis si les gens sont en train de mourir, puis on n'a pas de médicaments. C'est pas la première fois. Hein. On a vu, hein, des gens ont dit au président que la CAN 2019 va se jouer. Hein. Le président a oui, là encore, c'est le foot, c'est le sport, mais la santé qui nous non, c'est grave. Mais la parole du président, quand même, lorsque le président parle. C'est un débat, vous connaissez. On l'a compté à mentir. Je suis d'accord. Mais je dis que quand les gars nous mettent nous-mêmes en difficulté, sur le plan sanitaire, eux, ils peuvent être victimes. D'ailleurs, il y a des muftis du gouvernement qui ont été victimes du Covid, qui ont été soignés. Oui. Eux, ils nous mettent tous en danger et ils restent chez nous. Vraiment, que l'État frappe. S'ils ne veulent pas être frappés, que dans la nuit, qu'ils partent te rembourser. Charles Dicam, pour cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Non, qu'ils aillent rembourser même de nuit. Qu'ils aillent rembourser même de nuit, mais qu'ils nous rendent notre argent, de grâce. Ok. César? Oui, mon souhait est tout simplement que le rapport de la Chambre des comptes et les autres organismes puissent connaître leurs fins et que les uns et les autres puissent s'amender, qu'ils puissent se mettre à jour afin que vérité soit à l'ordre du jour, quoi. Ok. Professeur? Moi, je voudrais simplement espérer que cette page qui s'ouvre de transparence continue, parce que je pense que... Continue avec quoi? Avec les audits rendus publics. Après ça, professeur, il y a la CAN 2022. 2019, vous voulez dire? Non, 2019, c'est passé, on a tous pleuré. Non, c'est pas passé. C'est pas passé, ça a glissé. C'est ça que vous Non, c'est pas la même CAN. Nous, en gestion, quand l'objectif n'a pas été atteint, Bon, ça, c'est un autre. Est-ce que la CAN 2022 n'a pas... On n'a pas eu notre CAN en 2019, donc on n'a pas eu de CAN. Non, le président avait dit la CAN aura lieu le jour dit. Oui, et le jour dit, elle a eu lieu. le jour dit. Le jour dit. Donc même après lui. Bon, allez chercher votre dictionnaire. Professeur Biolet, allez-y. Non, j'estimais simplement que je souhaitais en réalité que ce vent de transparence puisse se poursuivre, peut-être pas de par la Chambre. Par la Chambre, chaque gestionnaire doit pouvoir rendre compte. Et je pense que se saisir de cette problématique, parce que c'est une problématique qui nous concerne tous, c'est pas de l'ingérence. C'est un droit, c'est un devoir également. Et j'ai même envie de dire que c'est peut-être une nouvelle page qui s'ouvre. En ce qui concerne la gouvernance, on doit s'en féliciter. Et enfin, c'est mon espoir en réalité. Parce que je vais vous dire, au Singapour, par exemple, pour lutter contre la corruption, pour revenir aux résultats, les adultes ont honte. En réalité, quand on rend public, si ça passe à la télé, on va se défendre. Mais tant qu'on ne dit rien, à la limite, on peut surfer, on peut même jouer sur le doute. Mais quand c'est la Chambre qui est certifiée, qui dit ça, je pense que si on continue comme ça, d'ici la fin d'année, les gestionnaires auront quand même un peu changé. Ok, on espère. Hein? Ouais. Merci, Dr Goudjou, d'être venu. C'est moi. Merci, Charles. Merci beaucoup, ça. Merci, Honoré César. Merci, Serge Alain. Merci, Pauvre. Merci, Serge. Bon retour en capitale. Très bientôt demain. Voilà, merci. Madame, Monsieur, nous sommes donc arrivés au terme de cette édition et qu'il en soit. Bonsoir. Ngoumou.